Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui donne la parole aux chercheurs. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le métaverse, cet univers virtuel dont tout le monde parle et qui fera sans doute partie de notre futur. Mon invité est Marius Preda, il est enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris, il travaille au sein du laboratoire Artemis et il est spécialiste du traitement d'images. Son domaine d'expertise couvre la chaîne entière des images et de la vidéo, de l'acquisition à la visualisation en passant par la transmission. Bonjour Marius Preda. Bonjour. Alors, le métaverse, c'est quoi ? Littéralement, le métaverse, c'est un univers virtuel. Et donc, quand on remonte un peu dans le temps, on retrouve le concept métaverse il y a 10 ans, on le retrouve même il y a 20 ans, voire même on retrouve le concept des univers virtuels dans la littérature de science-fiction. Mais c'est un bon moment de parler aujourd'hui du métaverse parce qu'il y a des transformations technologiques essentielles qui font penser que le concept, même si bien connu, il va se déployer un peu différemment. On reparle du métaverse, vous dites de nouvelles technologies ont émergé, alors qu'est-ce qui a changé ? Alors le métaverse, il faut le voir comme un écosystème, dans le sens, il y a plusieurs technologies, on ne peut pas juste dire une technologie métaverse. On parle des univers virtuels. En soi, il s'agit de la possibilité pour un utilisateur d'être immergé dans un contenu créé par ordinateur et donc interagir avec des objets qui sont dans l'univers virtuel. Certains de ces objets sont animés à leur tour par des vrais utilisateurs, d'autres sont complètement de synthèse. À partir de cette définition, la question de quoi a-t-on besoin pour rendre cette immersion réaliste ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de technologie qui nous fait penser qu'il y a un futur proche du métaverse qui peut être assez intéressant pour l'utilisateur ? Tout d'abord, c'est l'existence et la démocratisation des casques de réalité virtuelle. C'est déjà moins cher qu'un téléphone portable aujourd'hui. Ce sont des casques qui nous permettent d'avoir l'accès à la vision et au son qui nous permettent d'être complètement immergés. Le deuxième aspect très important, c'est la création des contenus. On sait que dans toute expérience multimédia ou audiovisuelle, si le contenu n'est pas au rendez-vous, l'utilisateur va seulement l'utiliser une fois, il va dire oui c'est cool, mais il va laisser tomber. Pour créer du contenu, en général dans des univers virtuels, l'approche classique, c'est d'utiliser la force humaine pour créer des éléments 3D qu'on met dans des scènes où on commence à les animer. Et en soi, il s'agit d'un travail très laborieux, qui demande beaucoup de temps. C'est une approche constructiviste. On construit le monde 3D. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est la mise en place des technologies qui permettent de faciliter la création de ces contenus de synthèse. Soit à partir des capteurs de monde réel, et donc on va créer un univers virtuel qui va répliquer le monde réel, soit en générant le contenu sur la base des templates, des patterns qu'on peut apprendre en amont. Donc ce sont les deux éléments essentiels, les casques et la facilité de créer du contenu qui sont des déclencheurs, on va dire, de nouvelles vagues dans les métaverses. C'est très bien, donc la technologie permet, mais ça sert à quoi ? C'est une bonne question. Ce que je peux vous donner, c'est des exemples. Bien sûr, et je suis à peu près convaincu que l'utilisation la plus, on va dire, successful n'est pas encore imaginée dans le sens que c'est le développement qui va apporter des usages et les usages qui vont aussi être des déclencheurs de nouveaux développements. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que pour l'instant, ces technologies sont dans les mains des ingénieurs. Et ça a été toujours un frein au développement des usages, le fait que la technologie est bien maîtrisée par des ingénieurs, mais pas encore disponible aux créatifs. En plus de la technologie, ce qu'il faut faire, et ce que l'industrie est en train de faire, c'est aussi créer les outils qui permettent aux créatifs d'utiliser la technologie de manière transparente. Un exemple sur lequel on est en train de travailler actuellement, c'est l'exemple du spectacle vivant en virtuel, où on travaille avec le ballet de Marseille pour faire l'acquisition en 3D de tous les danseurs en décor virtuel. Et d'ailleurs, le décor virtuel qu'on utilise actuellement, c'est une maquette 3D du Théâtre du Châtelet. Et donc, l'utilisateur
peut visualiser l'expérience, peut vivre l'expérience en utilisant des casques de réalité virtuelle. Il ne s'agit pas de la numérisation d'un spectacle réel et on peut immerger l'utilisateur, mais il faut aller au-delà de la numérisation simple. Le spectacle vivant, c'est un bel exemple. Est-ce qu'on peut utiliser le métaverse dans d'autres secteurs, notamment l'industrie ? Le secteur de l'industrie utilise depuis longtemps de la modélisation 3D. À peu près tous les objets qui nous entourent actuellement ont un digital twin, un jumeau numérique quelque part dans un ordinateur. L'industrie est assez à l'aise dans l'utilisation de la maquette 3D et on peut se poser la question, ok, et si on va au-delà, dans le sens de laisser aussi l'utilisateur final, voire d'autres acteurs de la chaîne de création, intégrer ce métaverse. C'est ce que vous avez fait au niveau production chez ELM Leblanc, le fabricant de chaudières. L'objectif était de faciliter la formation des opérateurs à l'aide de la 3D pour qu'ils soient plus productifs et fassent moins d'erreurs. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast numéro 5 de notre première saison avec vous, Marius, où on abordait ce sujet. Alors, on parle de métaverse chez Bosch avec des chaudières et on parle aussi de métaverse dans l'univers du social network, notamment chez Facebook. C'est quoi le point commun entre les deux ? Ça veut dire qu'on peut faire à peu près tout dans ce monde. On peut interagir avec des objets, on peut apprendre et on peut communiquer. Vous avez bien choisi le mot social parce que justement, on sait, Facebook a changé de nom et s'appelle justement Meta, avec l'objectif en tête d'utiliser des mondes virtuels comme support de communication interpersonnelle. Pouvoir communiquer avec quelqu'un à distance tout en ayant l'impression qu'il est à côté de soi, c'est un concept relativement puissant. Bien sûr, il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires pour cela. Il y a l'acquisition en temps réel des caractéristiques des personnes, la transmission en temps réel d'un volume d'informations qui est relativement importante, et de l'autre côté, il y a la possibilité de visualiser différents gestes que les autres personnes font. Probablement, c'est quelque chose qui va fonctionner. Après, il y a aussi des éléments culturels. Est-ce que tout le monde va trouver ça intéressant ? Ça, c'est une autre histoire. Mais du point de vue technologique, c'est tout à fait faisable. Il y a un autre sujet, c'est celui des échanges entre différents mondes virtuels et celui de l'interopérabilité. Quels sont les enjeux ? Comment vous imaginez que ça va se passer ? S'il y a plusieurs de ces métaverses, sur quelle base, techniquement, comment on va faire pour pouvoir téléporter des avatars qui représentent des personnes, voir des sous-mondes virtuels, ma maison, ma voiture, et ainsi de suite. La question qui se pose, comment cette interopérabilité va être mise en place. Il y a la façon d'imposer certains choix techniques. On peut imaginer que les grands acteurs industriels vont essayer, parce que par ailleurs ils développent leur propre monde virtuel, ils vont essayer d'imposer les développements qu'ils font dans ces mondes virtuels aussi aux autres. Mais on sait qu'à long terme, cette stratégie peut fonctionner seulement pour un ou deux grands acteurs industriels pour une période déterminée et relativement courte. Dans le monde des métaverses, on aura quelques grands industriels qui vont essayer d'imposer des composants techniques et en parallèle, des organismes de standardisation permettront de créer de l'interopérabilité. Je rebondis, vous êtes vous-même responsable du groupe de standardisation qui s'appelle MPEG 3D, qui traite de la compression en 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette standardisation intervient dans le métaverse ? On s'occupe aussi de la représentation des assets, les objets 3D, que ce soit des objets statiques, des objets animés, voire des scènes entières, créer un format commun qui justement permet de transporter des assets d'un monde à un autre. On ne peut pas terminer cet entretien sans aborder la question de la responsabilité numérique. Le métaverse est très consommateur d'énergie. Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte dans vos travaux ? Oui, dans la vie, il faut payer quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. La question, c'est si à la fin on est gagnant. Il est évident que ces technologies, la numérisation des mondes, la création des mondes de synthèse, a un coût énergétique. En même temps, on sait que grâce aux technologies de réalité virtuelle, nos usages du monde réel vont changer. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le coût énergétique est plus important ou moins important que le coût qu'on arrive à préserver. Et on peut imaginer qu'au lieu d'aller à Milan, prendre l'avion pour
pour voir un spectacle, je décide de le faire en virtuel. C'est évident que ça va coûter en énergie moins cher que le billet d'avion. On parle aussi de tourisme numérique. On peut visiter des endroits en réalité virtuelle, dans un métaverse. Bien sûr, il faut que l'expérience utilisateur soit convaincante, mais certaines actions ne vont pas être réalisées dans le monde réel et réalisées dans le monde virtuel. Un autre exemple, qui est d'ailleurs très ancien, on crée des objets, des maquettes, soit pour visualiser, soit pour tester l'usage d'un objet. Au lieu de créer, par exemple, un cockpit d'avion 30 fois, 50 fois avec des boutons qu'on va paramétrer différemment, les mettre dans d'autres positions, on va créer un modèle 3D où le simple déplacement d'un bouton coûte rien du point de vue énergétique. Donc, on évite à consommer de l'énergie du réel pour de l'énergie numérique. Le fait de remplacer des coûts énergétiques du monde réel vers des coûts numériques et en parallèle de développer des algorithmes qui sont plus sobres du point de vue énergie, revient à imaginer que ce développement technologique est relativement responsable du point de vue énergie. Merci Marius Preda pour cet entretien passionnant et un peu futuriste. C'était Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris, soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. La semaine prochaine, on parlera d'une innovation pour les futurs réseaux de communication et je recevrai Kamel Merghem, enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. À bientôt.